Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Plus tarder, abordons le premier point de cette émission. L'opposition ivoirienne resserre l'étau sur le despote Alassane Dramane Ouattara. Les présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Tidiane Thiam sont à la manœuvre avec le soutien massif du peuple ivoirien. De manière incontestable, et cela même de la bouche des derniers militants sardineux du RHDP, le rassemblement de la haute déprime et de la pourriélection ivoirienne, les mobilisations qui ont été enclenchées depuis le 9 août 2025 passé et qui se sont poursuivies hier, 16 août 2025, sur la place d'Abidjan en Côte d'Ivoire, témoignent de trois vérités incontestables. La première vérité incontestable, c'est que l'opposition ivoirienne, rassemblée dans le mouvement Trop, c'est trop, dirigé par le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire. Cette mobilisation qui rassemble donc les Ivoiriens à ces deux occasions est incontestablement populaire. Elle indique d'une manière irréfragable, les philosophes diraient d'une manière apodictique, elle indique que l'écrasante majorité du peuple ivoirien se reconnaît dans les revendications essentielles de l'opposition, à savoir la fin de l'exclusion électorale dans le pays, la fin de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, la restitution de la souveraineté au peuple ivoirien, le retour d'une ère de compétition politique non violente, pacifique, exemplaire et transparente dans le pays, bref, la renaissance ivoirienne. Ça, c'est le premier enseignement de ces mobilisations. Le deuxième enseignement de ces mobilisations, et qui est incontestable, c'est que les leaders de l'opposition ivoirienne ont su transcender leurs calculs personnels et même légitimes, leur volonté individuelle d'être le futur président de la République de Côte d'Ivoire pour épouser une aspiration transcendante à leur personne, une aspiration transcendante à leurs individualités, une aspiration qui dépasse les intérêts de leurs partis respectifs pour épouser la cause profonde du peuple ivoirien pris en otage dans son propre sol par une oligarchie imposée par le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, la corruption locale, la division ethnique, la manipulation religieuse et régionaliste, tout ce que l'on a appelé précisément le régime pourri du restaurant RHDP de Ouattara Dramane. Mais il y a une troisième leçon incontestable qui se manifeste à travers cette mobilisation qui va de crescendo. Cette leçon est la suivante. Lorsqu'un peuple se rassemble autour d'une cause qu'il reconnaît comme sienne, aucune dictature se proclama telle comme la plus farouche de la terre,
ne peut empêcher ce peuple de se déployer, de se manifester dans l'espace comme étant le souverain. Et c'est une leçon qui s'adresse à tous les peuples africains confrontés à la même situation. En effet, on serait tenté de penser que ces mobilisations sont possibles parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne les réprime pas. Oh que non! Alassane Dramane Ouattara est le dirigeant politique le plus violent de toute l'histoire de Côte d'Ivoire envers ses oppositions. Quand il était Premier ministre en 1992, il a failli assassiner toute la direction de l'opposition. Quand il en a eu l'opportunité en 1993 de tenter un coup d'État contre le régime du président Houphouët-Boigny, il n'a pas hésité à vouloir mobiliser l'armée pour cela. En 1999, il était à la manœuvre du coup d'État qui a renversé le régime du président Bédié. En 2000, il était à la manœuvre de la tentative de coup d'État du Cheval Blanc pour assassiner le général Robert Gueye en septembre. En octobre 2000, il était à la manœuvre pour tenter de voler à Laurent Gbagbo sa victoire aux élections présidentielles de 2000 contre le général Robert Gueye. En septembre 2001, c'est lui qui était à la manœuvre du complot de la Mercedes noire. Attention, Alassane Dramane Ouattara était à la manœuvre et il est le maître d'œuvre du coup d'État de 2002 au mois de septembre à partir du Burkina Faso. C'est le même Alassane Dramane Ouattara qui refuse de respecter la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien en décembre 2010 et préfère la guerre pour prendre le pouvoir. C'est le même Ouattara qui a tranché des têtes, massacré plus de 200 Ivoiriens en 2020 pour s'octroyer un troisième mandat anticonstitutionnel. C'est à lui qu'on a affaire actuellement et ces prisons politiques sont remplies d'Ivoiriens, des cadres de Génération et Peuple Solidaire, des cadres de l'ancien FPI, actuel PPACI, des activistes, des prélats, des imams, des pasteurs. Le goulag de Ouattara est plein de tous ceux qui le contestent. Donc, ceux qui pensent que les manifestations du 9 août et du 16 août ont été possibles parce que Alassane Dramane Ouattara l'a voulu, se trompent. Je vais vous expliquer pourquoi elles ont été possibles. Elles ont été possibles parce qu'il valait mieux pour Alassane Ouattara qu'elle se taise. Il aurait mieux valu pour Ouattara qu'elle se taise que de tenter de les empêcher. En tentant de les empêcher, Alassane Dramane Ouattara accélérait une réaction insurrectionnelle potentielle du peuple ivoirien. C'est parce que Ouattara a bien calculé le potentiel de mobilisation populaire auquel il a affaire. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait que des millions d'Ivoiriens sont sur le point de prendre toutes les rues de ce pays. Qu'Alassane Dramane Ouattara fait doucement, doucement, ce qui n'est pas de sa nature profonde. La nature profonde d'Alassane Ouattara, c'est de briser le moindre mouvement de contestation dans le pays par la violence, par la ruse, par la corruption et le mensonge. Quand vous le voyez reculer, c'est parce qu'il voit qu'il y a un gourdin qui est plus fort que tous les gourdins qu'il a jamais imaginés et que ce gourdin, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, rassemblé comme un seul homme, rassemblé du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, soutenu par tous les autres peuples africains. Le peuple de Côte d'Ivoire, déterminé à marquer l'histoire, en refusant d'être capturé par la Ouattari, l'oligarchie criminelle, adoubée par Paris, qui tient le pays en otage pour quelques multinationales qui contrôlent plus de 80% de son économie, au détriment du peuple, au travail, des jeunes hommes et des jeunes femmes de la Côte d'Ivoire, au détriment de l'avenir, bien compris de ce pays. Écoutez-moi bien, Alassane Dramane Ouattara n'a pas laissé se tenir les manifestations du 9 et du 16 par plaisir. Il a été confronté à ce que Sigmund Freud appelle le principe de réalité, die Wirklichkeit, die Realität. Il a regardé l'ampleur des gens qui sortaient, il a compté ses forces de l'ordre, il a compté ses milices, il a dit « je me jette contre eux maintenant ou pas ». Il a consulté autour de lui ses chefs des principales forces armées, et bien ensuite des forces de gendarmerie et des forces de police. Il a consulté ses chefs de milice
avec la question « je tape ou je ne tape pas ». Ils lui ont dit à l'unanimité « patron, il vaut mieux pas taper. Parce que si on tape, on ne sait pas comment ils vont rendre. Ils sont trop nombreux. Patron, il ne faut pas taper. Parce que si on tape là, on ne sait pas comment ils vont rendre parce qu'ils sont trop nombreux. Une troisième fois, l'explication est là-dedans. On a dit à Ouattara, patron, ils sont trop nombreux. Faut pas taper. Parce que si on tape, on ne peut pas savoir comment ils vont rendre. Allons doucement, doucement. Voilà les premières analyses qu'il faut faire pour comprendre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mais ce dimanche, je voudrais décrypter finement le jeu de chacun des grands acteurs de l'opposition pour montrer comment ils sont en train de réussir à créer une alchimie bénéfique pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je prends le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un fait incontestable, jouit d'une popularité politique jamais démentie dans ce pays. Depuis le temps où il s'est levé comme principal leader de l'opposition contre Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce jour. Il est incontestablement l'homme politique le plus ancien, l'homme politique qui est le plus populaire dans le pays, dans la situation actuelle, en raison de sa longue carrière de résistant politique. Vous pourrez observer que le président Laurent Gbagbo a avec le peuple de Côte d'Ivoire une relation qu'on va appeler une relation intuitive, une relation non verbale. C'est-à-dire qu'en fait, les Ivoiriens devinent ce que le président Gbagbo va dire avant qu'il ne le dise. C'est très rare dans le leadership politique qu'il y ait quelqu'un qui, avant d'ouvrir sa bouche, est déjà deviné, pressenti par les siens. Il utilise donc ce charisme naturel, ce don, parce que ça, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui donne ça à quelqu'un. Qu'à un moment donné, entre son peuple et lui, il y a une entente intuitive. Même les adversaires de Laurent Gbagbo sentent ce qu'il va dire. Même ses adversaires. C'est-à-dire que les gens du RHDP là, quand ils s'asseyent pour regarder Laurent Gbagbo en train de parler, eux-mêmes se retrouvent en train de deviner ce qu'il va dire, de ressentir ce qu'il dit. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est imbibé de son pays, qui est imbibé de la mentalité de son pays, et que son pays ressent de manière intuitive et directe. Le deuxième élément important dans la logique politique du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il a été capable de déjouer le principal piège qui lui était tendu à son retour d'exil. Quel était le piège qui lui était tendu? On avait arraché son organisation politique, le FPI, pour la confier à son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, et on voulait que le président Laurent Gbagbo s'épuise à se disputer le FPI avec son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan. Car en réalité, c'est le RHDP au pouvoir, c'est Alassane Ouattara qui a favorisé le schisme dans le FPI. C'est lui qui a renforcé Pascal Affi-N'Guessan dans l'espoir d'affaiblir Laurent Gbagbo. Or, quand il est revenu, Laurent Gbagbo n'est pas resté longtemps dans ce mauvais rêve. Selon la belle métaphore qui a été retenue, il a laissé Pascal Affi-N'Guessan avec l'enveloppe vide. C'est-à-dire le non FPI, mais ça, l'essentiel, l'écrasante majorité des militants du FPI. Il a créé le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, laissant Pascal Affi-N'Guessan avec une enveloppe vide appelée FPI. C'est-à-dire un groupuscule isolé, marginal, que personne de sérieux ne prend au sérieux. Ça, c'est le deuxième élément de la stratégie de l'homme. Il s'est reculé quand il s'agit de batailles inutiles. Il n'aime pas les batailles inutiles. On pourrait même penser à certains moments qu'il est lâche. Mais c'est parce qu'il choisit ses batailles. Quand une bataille n'est pas pour lui
essentielle et qu'elle ne constitue pas la contradiction principale, Laurent Gbagbo peut paraître comme le plus mou, le plus modéré, le plus détaché des types. L'ancien président de la FIF, Jacques Anouma, raconte une anecdote intéressante pour éclairer ce que je suis en train de vous dire à propos de Laurent Gbagbo. Il y avait un match, je pense que c'était un match en 2006, un match décisif pour la qualification, en 2005 peut-être, décisif pour la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, en 2006. Il y avait un match comme cela, et je crois que c'est Jacques Anouma qui était président de la FIF. En général, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de football bénéficie tout naturellement du soutien total du président de la République. Et le président Laurent Gbagbo avait toujours été et est demeuré un soutien bien total de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais on ne sait trop pourquoi. Jacques Anouma raconte que le président Gbagbo semblait savoir que l'équipe de Côte d'Ivoire risquait de perdre ce match face à l'équipe du Cameroun. Tout en soutenant l'équipe de Côte d'Ivoire et ayant flairé la fragilité de cette équipe, Laurent Gbagbo avait déjà préparé son propre esprit à l'éventualité de la défaite. Parce que, par plusieurs moyens d'analyse et d'intuition, il avait senti que ce match-là serait perdu. Je pense en particulier qu'il avait tiré des leçons d'une expérience que la Côte d'Ivoire a connue. Je vivais encore à l'époque en Côte d'Ivoire, en décembre 1995. L'ASEC Mimosa était déjà pratiquement qualifié pour gagner la Super Coupe des Champions. L'ASEC avait réussi un match aller de très bonne qualité en Afrique du Sud contre l'équipe de Orlando Pirates. Et il suffisait d'un nul à Abidjan pour que l'ASEC Mimosa soit sacré champion d'Afrique. Il y avait une telle euphorie autour de ce match retour. Des maquis avaient été fermés par les supporters de l'ASEC, qui étaient sûrs que cette fois-ci, la Coupe d'Afrique des clubs champions échouerait dans leurs mains. Et le président Henri Konan Bédié, qui était alors au pouvoir, s'était laissé entraîner dans cette euphorie générale. S'était précipité au stade avec l'écharpe de l'ASEC autour du cou. Une catastrophe se produisit pendant le match. L'équipe sud-africaine réussit à marquer in extremis, sur la base d'une bourde de la défense centrale de l'ASEC Mimosa, un but. Un but qui mettait fin au rêve d'avoir cette année-là la Coupe d'Afrique des clubs champions à Abidjan. Un journaliste de la presse bleue s'était empressé d'écrire à la une de son journal le lendemain. Bédié était au stade, le malheur aussi. Là, le président Bédié se comporta vraiment avec beaucoup d'autorité et même d'autoritarisme. Il fit arrêter le journaliste et lui fit administrer une fessée, tellement la défaite lui avait fait mal. Le président Gbagbo, qui est un historien, et qui avait vu la même euphorie monter en Côte d'Ivoire, à la veille de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire, qui devait être remporté 3-2 par l'équipe du Cameroun, avec un terrible Achi Iwebo, Laurent Gbagbo avait senti que si ce match-là ne se passait pas bien, avec lui au stade, la douleur allait être encore supérieure. Il avait décidé d'envoyer tout son gouvernement au stade et lui de leur dire « Je vous attends au palais ici. Si c'est bon, vous venez, on va fêter. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Venez quand même, je vais vous soutenir. » J'en tire l'idée que Laurent Gbagbo est connu pour ne se jeter que dans les batailles qu'il est sûr de pouvoir gagner. Il n'aime pas se jeter dans des batailles qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner, des batailles dont il n'a pas entièrement encadré les circonstances. Donc, quand il est revenu, on a voulu l'amener dans la bataille du contrôle du FPI. Laurent Gbagbo a fait le mou. Il a laissé le FPI dans les mains d'Afin Guessan. Il a créé le PPACI. Mais passons à un quatrième niveau d'analyse du jeu de Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo a compris le piège qui lui a été tendu dans les années 90 et qui a été tendu à toute la classe politique ivoirienne par Alassane Dramane Ouattara. J'espère que vous connaissez le piège. Alassane Ouattara est celui qui a créé l'ivoirité politique, parce qu'à la base, la notion d'ivoirité avait été élaborée comme une synthèse des cultures de la savane, les cultures de la forêt, les cultures des montagnes et les cultures des lagunes. C'était un concept sociologique, anthropologique, ayant pour but de créer une identité culturelle ivoirienne à partir de la mise en alchimie de toutes les sensibilités du quadrilatère ivoirien.
C'est ainsi que ce concept avait été de manière inoffensive, non agressive, théorisé par le grand sociologue Nyangoran Porquet. Alassane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, il va donner à ce concept une connotation criminelle, exactement comme Oligui Nguema est en train de faire actuellement au Gabon, avec la gabonité. Alassane Ouattara arrive, il crée la carte de séjour. Il crée la carte de séjour et il provoque une confusion entre l'Ivoirien du Nord et ses frères africains venus du Burkina Faso, venus du Mali, venus de la Guinée, venus du Sénégal, venus du Ghana. Il crée cette confusion. On se met à confondre les Ivoiriens du Nord avec les Africains de la sous-région. Les Ivoiriens du Nord se mettent à se plaindre. Alassane Ouattara crée la charte du Nord, disant que les nordistes sont persécutés dans le pays. Alors que c'est lui qui a créé ce qu'il faut pour que les nordistes soient persécutés. Et l'erreur que commet l'opposition ivoirienne, le pouvoir ivoirien aussi, à cette époque, le régime Bédié et l'opposition, c'est qu'elles vont s'engouffrer dans cette ivoirité politisée qu'Alassane Ouattara a élaborée pour les piéger. Et pour se constituer le Nord comme bétail électoral et pour se rendre sympathique aux populations du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Ghana, bref, les populations des pays dont les ressortissants étaient pourtant ostracisés par la carte de séjour de Ouattara. Alassane Ouattara entraîne comme cela le régime Bédié vers la soi-disant politique d'ivoirisation des cadres. Et il dit, c'est fait contre les nordistes. Alassane Ouattara entraîne aussi le FPI, du président Laurent Gbagbo, dans ce discours de l'ivoirité, que ce n'est pas le FPI qui a pourtant créé. Parce que le programme de 1988 du FPI indiquait clairement qu'il s'agissait de créer une nation démocratique socialiste africaine. J'ai le programme ici, publié aux éditions L'Harmattan, en 1988. Il entraîne donc et le pouvoir Bédié et l'opposition FPI dans le discours de l'ivoirité. Une fois qu'il les a amenés dedans, il se positionne comme la victime. Pourtant, c'est lui qui a créé l'ivoirité politique. Or, Laurent Gbagbo, revenu de son exil et de ses longues méditations dans la prison de Scheveningen, à La Haye, a compris qu'il lui fallait sortir de ce piège supplémentaire. Le Laurent Gbagbo qui est revenu de La Haye, l'époux de Madame Nadi Gbagbo, originairement Nadi Bamba. Ce Laurent Gbagbo a compris qu'il ne faut plus jamais qu'on l'entraîne et qu'on le reprenne dans le piège de la manipulation de l'ethnicité ou dans le piège de la manipulation de l'origine africaine. Voilà pourquoi vous voyez très bien comment, lorsqu'une partie des manifestants du 9 ou du 16 s'est mise à chanter contre Alassane Dramane Ouattara comme étant un soi-disant petit moussi, le président Gbagbo est monté en première ligne pour réexpliquer à ses partisans, réexpliquer au peuple ivoirien, mais il s'adressait également à toute l'Afrique, pourquoi il a créé le PPACI, c'est-à-dire le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Pourquoi il a dit peuples africains de Côte d'Ivoire? Il a dit ça pour la même raison que nous, avec donc à notre tête le leader de GPS Guillaume Kibafori Soro, nous avons bien compris que tout pays africain est d'abord constitué de générations populaires africaines. Tout pays africain est une synthèse du peuple africain. Tout pays africain est composé de peuples africains au pluriel. Tout pays africain est d'abord un pays africain, avant d'être le pays des Bambara, le pays des Dogons, le pays des Baoulés, le pays des Bassa, le pays des Mienais, le pays des Congo, le pays de ceci ou de cela, des Zoulous. C'est d'abord un pays africain. L'idée de PPACI, c'est de dire à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, l'identité ivoirienne va d'abord s'enraciner dans la haute dimension de la conscience panafricaine. On ne va pas construire la Côte d'Ivoire contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre... Non, on va construire la Côte d'Ivoire avec. Et l'esprit du PPACI, l'esprit de Génération et Peuple Solidaire, est l'esprit du Rassemblement démocratique africain, créé en 1945-46 à Bamako, et dont le PDCI porte le nom, PDCI RDA. C'est l'esprit RDA qui vit dans GPS. C'est cet esprit RDA qui vit dans le PPACI.
Laurent Gbagbo a compris qu'il ne faut plus jamais qu'on le prenne dans le piège que Ouattara lui tend. Le piège qui est tendu aux militants du PPACI, c'est que ceux-ci s'illustrent par des propos contre les nordistes, des propos contre les Burkinabés, des propos contre les Maliens, des propos contre les Guinéens, des propos contre les Sénégalais. S'il tombe dans ce piège, Alassane Dramane Ouattara va dire « Merci Seigneur ». Et il va se retourner vers sa population et dire « Je vous avais dit, ces gens-là, ils ne nous aiment pas, ils sont contre le Nord. Hein? Ils n'aiment pas la sous-région, c'est moi qui suis le protecteur des Burkinabés. Je suis le protecteur des Nigériens, c'est moi. » Alors qu'Alassane Ouattara est le plus grand ennemi de la sous-région. Donc le président Laurent Gbagbo a déjoué aussi ce piège, en refusant d'être enfermé dans un quelconque chauvinisme. Laurent Gbagbo récuse l'ivoirité politique. La seule ivoirité acceptable, c'est l'ivoirité culturelle. Et dans tous nos pays, la camerounité doit rester culturelle. Ça ne peut pas être quelque chose de politique. Parce que ça amène au micro-nationalisme et ça entraîne à l'anti-panafricanisme. La gabonité doit rester culturelle. Il ne faut pas en faire quelque chose de politique. Ça amène à ce qu'on appelle donc la fameuse préférence nationale. Ça amène à l'anti-panafricanisme. Laurent Gbagbo l'a compris. Et voilà la grandeur de son jeu. Par ailleurs, alors qu'il est le plus ancien des hommes politiques de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, en tout cas des hommes d'État, Laurent Gbagbo joue collectif. Il joue un pour tous, tous pour un. Ce qui est une leçon pour beaucoup, eh bien, de membres des oppositions politiques africaines qui veulent que l'action soit subordonnée à la défense de leur cas individuel. Laurent Gbagbo ne demande pas à GPS de le soutenir lui en tant que Laurent Gbagbo. Il ne demande pas au PDCI de le soutenir lui en tant que Laurent Gbagbo. Il appelle dans le mouvement Trop c'est trop tous les véritables partis de l'opposition à délivrer le peuple de Côte d'Ivoire de Ouattara. C'est du grand jeu politique.